Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier de scan de conformité du site internet. Alors je vous laisse arriver, prendre le temps. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Et est-ce que le chat, je vérifie simplement que le chat euh, fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Alors attendez, je règle ça. Voilà, tout le monde. Ça y est, bonjour Ludivine, bonjour Julie. Dites-moi si le son est bon. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Bienvenue pour un atelier dédié à la conformité de son site internet. Bonjour à toutes, majoritairement des femmes. Bonjour Isabelle, Antoine, donc il y a quelques hommes. Mathieu, François, très bien. Parfait. Bah, écoutez, on va démarrer. Je vais commencer peut-être par me présenter succinctement et puis ensuite je demanderai à mes acolytes de se présenter également. Alors peut-être que tout le monde me connaît déjà et que j'ai pas besoin de me présenter. Est-ce que quelqu'un me découvre ce matin? Et si oui, je prends un petit temps pour me présenter. Il faut supprimer l'écho. Il y a un écho, zut. Alors là, je vais Alors, pas pouvoir régler l'écho. Est-ce que d'autres personnes écoutent et entendent un écho? Pas d'écho chez moi. Bon, non, pas de mon côté. Ah, je vais peut-être couper mon micro si c'est peut-être moi. ouais, bah écoutez, je pense que ouais, pas d'écho. Donc on avance. Très bien. Et donc je posais une question. Est-ce que tout le monde me connaît? Est-ce que j'ai besoin de me présenter en quelques mots? Nous avons échangé des mails. Je ne connais pas entièrement ce que vous faites. Bon, bah, très bien. Alors, je prends une minute pour me présenter. Donc, je suis Élise Guillaudy, je suis avocate. Je travaille du côté de Grenoble. Aujourd'hui, nous avons de la neige à Grenoble. Voilà, on a cru qu'on était au printemps, mais non, l'hiver n'est pas encore terminé. Mon cœur d'expertise, c'est le droit du numérique, le droit des contrats. Mais j'accompagne depuis maintenant quasiment 10 ans les professionnels du bien-être qui proposent des soins non conventionnels, comme la naturopathie, la kinésiologie, la réflexologie, enfin, toutes ces pratiques non reconnues. Donc, je les accompagne depuis plusieurs années pour mieux sécuriser leurs activités. Et donc, ça m'arrive très régulièrement d'aller regarder leur site internet dans le cadre d'audit de conformité. Et donc, c'est vrai qu'à force de revoir des sites internet, je commence à bien voir là où ça pêche. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, j'ai demandé à Geoffroy, mais tu vas te présenter dans un instant, d'animer avec moi cet atelier parce qu'il a aussi une expertise technique tout à fait intéressante et qui complète évidemment la partie conformité légale quand on a un site internet. Voilà ce que je peux dire sur moi en quelques mots, puis on va avancer. Et puis, avant que je donne la parole à Geoffroy, je vous présente pour ceux qui ne la connaissent pas ma collaboratrice chouchoute, Jade Sabatier, qui travaille avec moi depuis maintenant quelques temps. Jade, est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi? Oui, bah, très rapidement, enchantée tout le monde. Je m'appelle Jade Sabatier, je suis juriste en droit du numérique et je travaille avec Élise au cabinet. Donc, j'ai l'occasion aussi de faire des audits de sites de praticiens, de travailler sur les documents des praticiens. Donc, je commence maintenant à un peu me confronter à tout ce milieu. Et puis Jade elle a travaillé aussi avec moi sur l'audit de certains de vos sites, puisqu'on a travaillé, on a reçu beaucoup de demandes d'audit de sites. On n'a pas pu évidemment travailler sur tous vos sites, malheureusement. On en a retenu quelques-uns qui nous semblaient les plus intéressants parce que voilà, on reproduit un peu souvent les mêmes erreurs. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas retenu votre site que pour autant, ce qu'on va dire sur les autres pourrait pas vous être utile par rapport à votre propre conformité. Donc Jade a travaillé avec moi sur les audits et elle s'occupera aussi d'animer le chat. Et donc, on prendra un temps pour répondre à vos questions à la fin. Et peut-être qu'on s'arrêtera en cours de route si on voit des questions intéressantes à un moment donné. On s'arrêtera, on fera une petite pause. Allez, je m'arrête de parler. Je donne la parole à Geoffroy qui va se présenter à son tour. Tout à fait, donc bonjour tout le monde, ravi d'être là aujourd'hui. Donc moi c'est Geoffroy, je travaille chez Simplebo depuis maintenant plus de 6 ans. Donc Simplebo c'est quoi en fait? C'est une agence qui accompagne les professionnels pour attirer des clients grâce Internet. Donc souvent soit grâce à leur site Internet, soit grâce à une fiche Google, etc. Et
Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être responsable SEO chez Simple et Beau. Ça veut dire que j'accompagne toutes les équipes de Simple et Beau sur qu'est-ce qu'un bon site internet, comment l'optimiser, etc. Donc, en 6 ans, j'ai pu voir pas mal de sites, justement, et pu voir pas mal d'implantations techniques de qu'est-ce qui fonctionne pas en conformité. Donc, je pourrais vous apporter quelques petits conseils pratiques, là, justement, dans cet atelier, euh, à la suite. Super Geoffroy. Bah, écoute, oui, en effet, je pense que ton expertise sera très utile et complémentaire à la nôtre. Alors, on va évidemment, c'est un atelier pratique, donc on va aller regarder, auditer la conformité des sites. Mais avant de faire ce travail pratico-pratique, évidemment, il va y avoir quand même quelques rappels des piliers de conformité. C'est comme ça qu'on les a appelés, pour que vous ayez quand même une connaissance. Alors, pour certains que je connais qui sont déjà, qui me connaissent, qui ont déjà suivi des webinaires juridiques avec moi, qui sont pour certains déjà clients, certainement qu'ils savent très bien les règles, mais peut-être que pour d'autres, c'est des sujets qui ne sont pas forcément évidents. Donc l'idée, c'est de rappeler dans les grandes lignes les grandes règles de conformité pour qu'ensuite on aille traduire ça sur vos sites internet. Et puis ensuite, on ira faire le travail d'audit. On a sélectionné 3 sites de praticiennes du bien-être qui ont des activités différentes. Ensuite, on verra comment Geoffroy peut apporter son expertise technique par rapport au site internet de manière générale. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, puis on parlera évidemment pour ceux qui veulent aller plus loin sur leur conformité, de la solution du pack conformité bien-être que je propose maintenant. Peut-être avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, quelles sont vos activités? Quelles sont vos pratiques? J'ai vu dans les inscrits, hein, il y a des personnes qui font de l'hypnose, de la naturopathie, l'énergétique. Mais voilà, c'est intéressant qu'on ait un peu la richesse de vos pratiques. Vous avez tous un point commun, si vous êtes là ce matin, vous avez tous un point commun, quelle que soit la richesse de vos pratiques. Je sais que parfois vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein. Vous proposez tous des soins de médecine non conventionnelle, d'accord? C'est-à-dire non reconnus au plan légal et scientifique. Et ça, au niveau juridique, c'est important de le comprendre parce qu'en France, vous n'êtes pas reconnu comme professionnel de la santé, comme par exemple un médecin, d'accord? Vous n'êtes pas encadré par le Code de la santé publique, vous n'avez pas de diplôme d'État, de certification professionnelle reconnue. Il n'y en a plus maintenant de certification professionnelle reconnue. Et donc voilà, vous êtes dans comment dire, dans une zone non reconnue, pas interdite, et pas non plus officiellement reconnue. Donc vous êtes dans une zone de flou, dans une zone de risque, d'insécurité juridique. Donc c'est aussi pour ça que depuis plusieurs années maintenant, je travaille beaucoup pour sensibiliser et vous aider à vous mettre en conformité, vous sécuriser juridiquement parce que vous êtes dans cette zone d'incertitude. Alors, donc thérapeute, Je me permets techniquement juste d'enlever la slide, juste pour ouais. résoudre un petit problème technique, et au moins je verrai les discussions dans le chat, hein. Je vous laisse. Très bien, Jade. Je te laisse gérer le petit problème technique. Merci d'avance de le gérer à ma place. Et pendant qu'on est en train tu fais ça, je regarde dans le chat. En effet, vous avez plein de pratiques différentes. Ok, c'est super intéressant. Il y a même des conseillers en homéopathie, réflexologie, sophrologie. Ok, bon, voilà, c'est tout à fait intéressant. Ce qu'on peut peut-être aussi lancer sans attendre, c'est lancer le sondage que j'avais préparé pour savoir au niveau des sites internet où vous en êtes. Est-ce que déjà, première question, alors déjà répondez à la première question. Première question, c'est avez-vous un site internet? Parce que je pense qu'il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont déjà un site, voilà, et qui ne savent pas si leur site est en conformité. Voilà, que valent leurs CGV sur leur site, au niveau des traceurs, on en est où, etc. Puis il y en a qui n'ont pas encore leur site, qui sont en train de le construire ou qui sont en train de le refondre. Voilà. Alors, pour la grande majorité d'entre vous, vous êtes à 88% sur déjà des sites existants. Mais alors non, ça baisse, 80%, on va dire, vous avez des sites déjà existants. Et puis pour 20% à peu près, c'est pas encore le cas. Mais donc j'imagine que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez l'intention d'en faire un.
Et après, ma deuxième question, c'est de savoir quel type de site vous avez. Et ça, c'est une question qui a un impact juridiquement parce que si vous... Alors, donc, il y a plusieurs types de sites, mais si je veux schématiser au niveau de... Si je veux recentrer par rapport à ce qu'on va se dire ce matin, est-ce que vous avez un site vitrine, c'est-à-dire un site où vous présentez vos services, vos activités, sur lequel on peut éventuellement prendre rendez-vous, mais vous ne proposez pas la vente et le paiement. C'est-à-dire que l'internaute, la personne ne peut pas payer, ne peut pas réserver et payer la prestation sur votre site internet. S'il ne peut pas, vous êtes sur un site vitrine. D'accord? En revanche, si sur votre site, je peux acheter une consultation, je peux acheter même un MP3, je peux acheter un produit, un livre, etc. Je peux mettre ma carte bancaire, hein. Et bien, même un acompte, hein. Eh bien, on va être sur un site e-commerce. D'accord? Donc, la réglementation sera plus forte, plus importante et devra être adaptée si vous êtes sur un site e-commerce. Donc là, on est sur 75% site vitrine, c'est intéressant, 25% site e-commerce. Je partage les résultats pour vous les ayez tous. C'est intéressant, je ne pensais pas qu'il y avait autant de professionnels du bien-être qui avaient des sites e-commerce. Mais je pense que ça tend, tu nous diras, Geoffroy, ça tend Mm. à se développer davantage le e-commerce. Bah, c'est vrai que de plus en plus, il y a une toute petite partie e-commerce avec, par exemple, la vente de podcasts, on va dire, ou d'accès à des séances gratuites ou payantes, justement, etc. Donc, on rajoute souvent une petite brique du paiement, même si c'est pas l'activité principale de vendre, en fait, sur le site internet. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais du coup, dès lors que même si ça concerne un bout, finalement, une petite partie de l'activité, dès lors que je peux acheter quelque chose sur votre site internet, on est sur du e-commerce. D'accord? Et quel que soit ce qu'on achète, que ce soit du service, de la prestation de service, ou que ce soit un produit, une huile essentielle, ou que ce soit un contenu numérique, tu vois, une vidéo, un replay, je sais pas, un fichier MP3, on est sur Une du produit formation, numérique. tout à fait. Tu vois, donc, et la réglementation d'ailleurs, j'en reparlerai quand je parle des CGV. Les CGV devront pas être les mêmes selon ce que je vends. Il y a ça aussi. Si je vends du contenu ou du contenu numérique ou du produit, bah, il y aura des clauses spécifiques en lien notamment avec la garantie, en lien avec la propriété intellectuelle, etc., qui vont devoir être prévues dans les CGV. Allez, on passe, Jade, on va aller démarrer sur les piliers pour avancer parce que je sens que je suis bavarde. Allez, on va rappeler les piliers de conformité. Premier pilier, c'est, je pense, celui-ci, vous l'avez tous en tête, mais je vois encore des petites choses qui me manquent des fois, donc je le rappelle. Premier pilier, tout site internet doit avoir une page de mention légale, d'accord? Donc ça, si vous l'ancrez dans la tête, sur votre site, je dois pouvoir, dans le bas du site, donc dans le footer du site, hein, c'est la partie où, finalement, qui va rester, quelles que soient les pages du site où je me trouve, cette partie reste figée, et dans ce footer, je dois pouvoir avoir accès à votre page de mention légale. Votre page de mention légale, c'est un peu comme votre carte d'identité ou le cabis de votre société si vous avez une société. D'accord? Donc, sur cette page, je dois pouvoir voir des informations très précises pour permettre aux internautes de savoir qui est derrière le site internet. D'accord? Donc, premier pilier, enfin en tout cas première partie de vos mentions légales, c'est les informations sur vous. Vous êtes l'éditeur du site. Donc, je dois pouvoir voir toutes les informations professionnelles vous concernant, votre SIRET, votre forme d'exercice en société ou en entreprise individuelle. Si vous êtes en société, évidemment, je dois pouvoir voir toutes les informations de votre société, capital social, forme sociale, etc. Votre adresse officielle d'exercice. Si vous avez plusieurs adresses, mentionnez-les. Si vous êtes soumis à la TVA ou pas. Où est-ce que je peux vous contacter? Voilà, c'est vraiment là, on est sur. Je donne toutes les infos me concernant. Ensuite, je dois préciser qui est le directeur de la publication. Je dois aussi mentionner qui est l'hébergeur du site. Votre site, il est hébergé quelque part. C'est comme une maison, elle repose bien sur un terrain, d'accord? Donc, finalement, qui est propriétaire du terrain? Bah, c'est l'équivalent de l'hébergeur. Où est hébergé mon site? Parfois, quand je pose la question aux professionnels du bien-être, il ne sait même pas où est-ce qu'est hébergé son site. Donc ça, c'est important. Ça doit faire partie des mentions que je dois retrouver sur cette page des mentions légales. Donc voilà, il y a des mentions très précises et parfois, bah voilà, elles pêchent. Moi, je conseille toujours aux pros du bien-être de rajouter un paragraphe complémentaire parce qu'on est sur des soins non conventionnels, hein, comme vous l'avez compris, pour préciser le fait, pour finalement préciser la nature de vos services,
dire qu'il s'agit de prestations de soins non conventionnelles, c'est-à-dire non reconnues aujourd'hui au plan franc. En tout cas, au niveau scientifique et légal français, hein. Ça ne veut pas dire que dans d'autres pays et sous d'autres angles, il y a des formes de reconnaissance, mais au plan légal et scientifique français, c'est pas reconnu. Donc, c'est bien de le rappeler, d'accord? Et préciser évidemment que vos prestations ne remplacent pas une consultation chez un médecin, ne constitue pas un traitement ou un diagnostic de maladie humaine. Voilà. Moi, je pense que c'est important dans vos mentions légales de rappeler toujours cela. Pas nécessairement dans votre page mention légale, hein. Il y a certains sites qui le rappellent ailleurs, hein, sur d'autres pages ou à d'autres endroits. Peu importe, j'ai envie de dire, mais il y a à des endroits un peu stratégiques de votre site, c'est bien de le rappeler. Qu'est-ce qu'on risque si on n'a pas notre page de mention légale complète ou qu'elle n'est pas existante? On risque des sanctions, d'accord, jusqu'à 75 000 € d'amende. Donc, on se fait attention à la qualité de ces mentions légales. Et puis, l'idée, c'est que ne la déléguez pas à une personne qui ne maîtrise pas juridiquement les choses. Il vaut mieux que vous la rédigiez vous-même et que vous mettiez vos propres informations dans cette page. Allez, on avance un petit peu sur les piliers de conformité. Deuxième pilier, vos conditions générales de vente. D'accord? Vos conditions générales de vente, vous devez les avoir, que vous ayez un site ou pas d'ailleurs. D'accord? Donc, c'est indépendant de la question du site internet. Dès lors que vous proposez des services à des consommateurs et que vous faites ce qu'on appelle du contrat conclu à distance, qui en fait concerne tout le monde, hein, vous devez avoir des conditions générales de vente et vous devez les mettre à disposition. Donc, il faut que vos clients soient en capacité de les lire. D'accord? Donc, évidemment, si vous avez un site, mettez-les sur votre site. Mais si vous n'avez pas de site, eh bien, ça veut dire qu'il faut les mettre à disposition autrement, dans votre salle d'attente. Si vous échangez par mail avec vos clients, eh ben, mettez-les dans votre signature de mail ou dans une pièce jointe. Voilà, il faut les mettre à disposition. D'accord? Pas nécessairement les faire signer, mais les mettre à disposition. Et dans vos CGV, c'est un peu la même logique que dans vos mentions légales. Je dois avoir des blocs présents. Donc déjà, rappelez un article sur votre identité complète, comme dans les mentions légales. Je dois vraiment avoir toutes les informations sur votre identité professionnelle. Deuxième partie de vos CGV, comme pour les mentions légales, je dois pouvoir lire ce que vous proposez comme service et préciser la nature de ces services, soit non conventionnels, qu'il ne s'agit pas de prestations médicales, d'accord, qu'elles ne remplacent pas un traitement médical ou un diagnostic. Voilà. Ça fait vraiment partie des choses qu'il faut marteler pour que demain, si vous faites l'objet d'un contrôle de la DGCCRF, par exemple, on ne vous reproche pas d'avoir fait preuve d'avoir manqué de transparence sur la nature de vos services, d'accord? C'est sous l'angle de la pratique commerciale trompeuse, souvent, qu'on va venir vous embêter en disant vous n'avez pas, en fait, vous induisez en erreur les personnes, les internautes ou vos clients sur la nature de vos services. Donc, soyez transparent sur le fait que vos prestations ne constituent pas des prestations médicales. Dans vos CGV, je dois retrouver aussi les mentions sur le droit de rétractation. Ça fait partie aussi, on a vu sur certains sites, souvent, c'est oublié. Voilà, ça fait partie des points qui sont souvent oubliés sur vos sites internet et dans vos CGV. La référence au médiateur à la consommation. Vous devez tous adhérer à un médiateur à la consommation. D'accord? Ça sert à quoi? C'est un outil qui a été mis en place par l'État français et qui permet à vos clients qui rencontreraient une difficulté avec vous de saisir ce médiateur. Plutôt que d'aller voir un juge, en tout cas lui donner la possibilité de saisir ce médiateur pour l'aider à régler un problème qu'il rencontrera avec vous. Donc vous, votre obligation, c'est d'adhérer à ce médiateur, mais c'est aussi de mettre à disposition le nom et les coordonnées de ce médiateur. Donc voilà, dans vos CGV, c'est le très bon endroit pour le faire. Vous pourriez mettre cette mention-là ailleurs que dans vos CGV. Ça peut faire partie vous pouvez rajouter un encart dans votre page de mention légale de site. Voilà, certains l'ont mis ailleurs, mais le principal, c'est que vous ayez adhéré, que vous ayez communiqué cette mention. Voilà, je vais pas trop développer. Je prendrai des questions sur les CGV si vous souhaitez qu'on y revienne après. Mais de toute manière, quand on fera l'audit des sites, on va revoir ça parce qu'on va les passer un peu à la moulinette et on va se rendre compte que sur certains sites audités, ça manque. D'accord?
Donc voilà, rappelez que vous devez tous avoir des conditions générales de vente et que au-delà du document qui doit exister, c'est son contenu qui est important, d'accord? Son contenu est réglementé par le code de la consommation et donc si vous avez des CGV mais qu'en fait le contenu est incomplet, vous risquez aussi un contrôle et une amende de l'autorité de contrôle. Donc attention à la qualité rédactionnelle du document. Troisième pilier de conformité, celui-ci, c'est pas toujours évident parce que alors c'est en lien avec la réglementation RGPD, la réglementation européenne sur les traitements de données personnelles, sur la protection des données personnelles. C'est une réglementation qui est assez lourde, qui concerne tous les professionnels, donc y compris vous, d'accord, même si vous êtes en entreprise individuelle, et vous collectez des données personnelles, d'accord, vous collectez des données dans le cadre de l'utilisation de votre site, mais en dehors de votre site, quand vous recevez les personnes en consultation, vous êtes souvent nombreuses à prendre note, soit de manière manuscrite ou par le biais de notes numériques, de ce que vous dit vos clients en consultation. Certains d'entre vous font des questionnaires avant la consultation pour préparer le rendez-vous. Donc, il y a des traitements de données personnelles, ne serait-ce que des données d'identité de la personne, mais il peut y avoir des données de santé qui sont traitées par certains d'entre vous, des données, en fait, toute information relative à la personne, sa situation de santé, mais sa situation familiale, sa situation peut-être professionnelle, ses difficultés patrimoniales, enfin, toute information au sens large qui concerne un individu est une donnée personnelle. Donc, vous faites des traitements de données personnelles et dès lors que vous en faites, vous devez respecter cette réglementation RGPD. Et la politique de confidentialité, fait partie des obligations c'est l'une des obligations de ce texte, qui vous oblige à informer, en fait, c'est faire preuve de transparence à l'égard des personnes concernées, des données que vous collectez. D'accord? Vous devez les informer des types de données que vous collectez, ce que vous en faites, où est-ce que vous les stockez, qui peut y avoir accès hormis vous, combien de temps vous les conservez. Vous devez aussi rappeler aux personnes qu'elles ont des droits, droits d'opposition, droits d'accès, droits d'effacement. Enfin voilà, il y a un certain nombre de mentions d'informations qu'il faut rappeler à l'égard vis-à-vis des personnes qui sont concernées par les données que vous traitez. Alors l'erreur fréquente, et on va le voir sur les sites qu'on a audités, c'est qu'en fait souvent, vous avez tous quasiment des politiques de confidentialité, sauf qu'en fait, quand on lit le texte, on est sur des textes très génériques, et en fait on ne comprend pas, et c'est pas un texte qui est adapté à ce que vous collectez comme données, à ce que vous en faites. Du coup, on est sur l'obligation d'information, on n'est pas respecté. D'accord? On est sur la CNIL, l'autorité de contrôle, vérifie régulièrement les mentions d'information. Et si on voit que les mentions ne sont pas précisées, c'est comme les mentions légales. C'est pas tant le fait qu'il y en ait, c'est le contenu de ces mentions légales qui est important. D'accord? Et c'est vrai que c'est un document qui est souvent négligé. C'est un peu le parent pauvre de la conformité, celui-ci. Voilà, sur la politique de confidentialité, j'avance sur les piliers de conformité pour gagner du temps sur la partie audit. Si vous avez un site internet, évidemment, il va se poser la question des traceurs, des cookies. Un cookie est un traceur, c'est des dispositifs un peu technologiques qui qui s'installent sur le site internet. Geoffroy nous en parlera peut-être un peu mieux que moi. Et qui permettent de suivre l'internaute lorsqu'il arrive sur votre site internet, qu'il navigue sur votre site. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'en avoir pour, par exemple, mesurer les statistiques d'audience du site. Voilà, ça permet de mesurer un certain nombre de choses sur comment les internautes interagissent avec votre site internet. Donc c'est utile. En revanche, il y a des règles à respecter. Il y en a 3 à respecter en matière de traceurs. Première règle, les internautes doivent savoir que vous souhaitez les tracer, d'accord? Donc elles doivent être informées que vous souhaitez les tracer et vous devez les informer du type de traceur, des finalités de ces traceurs, pour que l'information soit véritablement complète et éclairée. Et ensuite, deuxième règle, les personnes, non seulement elles doivent être informées, elles doivent donner leur consentement express et préalable avant d'être tracées. Alors, sauf pour les traceurs techniques fonctionnels qui sont utilisés de manière nécessaire pour le fonctionnement du site.
Mais tous les traceurs, je pense par exemple à Google Analytics, qui est un outil qui permet de traquer les stats, donc le trafic, combien de personnes sont venues sur votre site internet le mois dernier, par exemple. Ça fait partie des traceurs qui nécessitent un consentement express et préalable de la personne. D'accord? Donc, deuxième règle là-dessus, j'informe, mais je demande le consentement avant d'être tracé, avant que la personne soit tracée. Donc, le traceur ne doit pas se déclencher tant que la personne n'a pas dit OK. Et ensuite, la troisième règle en matière de traceur, c'est quand bien même la personne aurait exprimé son choix, à un moment donné, elle doit pouvoir changer d'avis et finalement retrouver le bandeau, parce que c'est la bannière des cookies sur votre site internet qui va permettre d'informer, de recueillir son consentement et éventuellement, si la personne veut changer d'avis, de réexprimer son consentement. Alors, il y a le bandeau cookie, mais souvent, quand on utilise pas mal de traceurs sur son site, ce qui est bien aussi, c'est de rajouter en complément du bandeau des mentions plus détaillées sur le type de traceurs, à qui ils appartiennent. Est-ce que c'est des traceurs de Google? Est-ce que c'est des traceurs de Facebook? Comment ils sont paramétrés, etc. Donc, par une politique de cookies. Donc un texte qui permet à l'internaute, s'il veut vraiment en savoir plus sur le type de traceur, de voir les informations nécessaires. Parce que souvent un bandeau, c'est assez petit, on a la synthèse des infos. Et du coup, la politique de cookies permet d'avoir un deuxième niveau d'information sur les cookies quand voilà, la personne souhaite en savoir plus. De Voilà. toute façon, ça, c'est un point qu'on va voir pendant l'audit de site parce qu'on va vraiment voir les bandeaux que Oui, les sites auront et ça va illustrer le propos d'Élise. tout à fait. Autre pilier de contenu, alors celui-ci ne va pas concerner votre site, mais il est inévitable aussi. Ça fait partie des obligations prévues par le RGPD. Sachez que vous avez tous l'obligation de tenir un registre de traitement. Alors, on ne va pas ici faire un catalogue de toutes les obligations RGPD, il y en aurait d'autres, hein. J'ai d'ailleurs fait des webinaires dédiés sur les obligations RGPD. Mais voilà, parmi les piliers de contenu, celui-ci fait partie des éléments importants. Le registre de traitement, donc c'est un outil interne à votre entreprise qui permet de recenser les activités que vous avez sur des données personnelles. J'insiste parce qu'en fait, d'expérience, je sais que vous collectez beaucoup de données personnelles de vos clients ou patients, d'accord, dans le cas des consultations notamment. Et donc, c'est important, lorsque c'est le cas, de tenir un registre de traitement pour inventorier les types de traitements que vous faites sur les données personnelles. Et je fais, alors, parce qu'on a audité, quand on a fait le travail d'audit des sites, on a vu qu'il y avait pas mal de sujets là-dessus. Donc, j'ai rajouté aussi dans les piliers de conformité un point là-dessus. On y reviendra parce qu'il y a un ou deux sites qui nous ont interpellés sur certaines allégations. En matière de site internet, au-delà des aspects conformité que je viens de présenter, hein, mention légale, CGV, obligation d'avoir une politique de confidentialité, respect des règles sur les traceurs et obligation d'avoir un registre de traitement, il y a un point de vigilance, donc un sixième point de conformité sur lequel je voulais vous alerter, ou en tout cas vous retenir votre attention particulièrement. C'est la manière dont vous présentez vos activités. Alors, particulièrement quand vous avez un site, parce que quand vous avez un site, c'est là où vous allez écrire des choses. D'accord? Donc, c'est là où on va voir. Mais les règles que je vais évoquer ici valent aussi si vous faites des flyers, si vous faites des plaquettes, dans votre communication au sens large. D'accord? Attention à la manière dont vous présentez vos activités, la manière dont vous présentez aussi vos formations. D'accord? Si vous n'avez pas de diplôme d'État reconnu par l'État, si vous n'avez pas de certification professionnelle, attention de ne pas dire je suis diplômé, je suis certifié, et attention de ne pas non plus viser des maladies. Parce que si vous visez des maladies, la DGCCRF pourrait considérer que vous êtes sous l'angle de la pratique commerciale trompeuse. Parce qu'un internaute, moyennement, on va dire, informé, s'il arrive sur votre site, il pourrait croire que vous seriez capable de régler, de traiter sa maladie. D'accord? Donc, il va falloir faire attention aux termes que vous utilisez. Alors, il n'y a pas de mots interdits.
Alors, bien sûr, il y a des mots qui sont réservés. Médecin, avocat, ce sont des termes que vous ne pouvez pas utiliser si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas avocat. Mais au-delà de ces titres réservés, vous n'avez pas dans un texte de loi une liste de mots interdits ou réservés à une catégorie de professionnels. Donc, ça va être une analyse de cas par cas. On va finalement se rendre compte si, ah bah oui, sur ce site-là ou dans cette communication, il y a un certain nombre de termes qui vont tendre à induire en erreur l'internaute ou le lecteur moyen sur les promesses, sur les aptitudes du professionnel. Donc attention aux formulations, restez neutre, restez transparent, d'accord, et évitez de viser des maladies sur votre site internet. Parce que si vous visez des maladies, alors ça dépend. Par exemple, si vous, j'en connais par exemple qui se sont spécialisés dans le secteur du cancer, d'accord. Donc vous pourriez sur votre site internet viser la maladie du cancer, et positionner vos services uniquement sous l'angle soins de confort. Et si vos services sont exclusivement sous l'angle soins de confort, donc en complément évidemment d'un traitement médical, etc., bon bah là, pour moi, il n'y a pas de difficulté, puisqu'on comprend clairement la nature de votre service, la nature de votre offre. D'accord. Mais si finalement vos services, on a l'air de comprendre que bah, vous intervenez pour traiter le cancer, c'est là où vous risquez vous avez un risque de contrôle et de sanction des autorités. Et chez Simple et Beau, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Des personnes qui ont un site internet et qui n'ont pas fait attention au vocabulaire qu'ils ont utilisé sur leur site, qui ont reçu un courrier des autorités, leur demandant, bah, voilà, de faire la suppression et ils viennent nous voir un peu en panique parce qu'immédiatement, ils doivent supprimer plein de mentions sur leur site internet, revoir plein de choses et généralement, c'est pas des situations très agréables pour eux, même si on peut réagir rapidement. Donc, en effet, Ouais, mais on le voit de temps en temps, ça. moi aussi, je le vois même plus que de temps en Ouais. temps, hein. C'est quand je fais des audits de sites pour des produits bien-être, c'est le sujet, mais c'est très compliqué parce que on veut parler de soi, on veut parler de ses activités, de ses services, on veut être bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc il y a aussi l'angle SEO que tu connais très bien, Geoffroy. Les mots-clés, on va dire, qui sont pertinents pour se positionner, et en même temps, ces mots-clés ne doivent pas me mettre en danger d'un point de vue légal. Donc c'est un jeu d'équilibriste pour le coup, hein, clairement. Mais il faut faire attention parce que c'est souvent là où parce que la DGCERF, elle fait des contrôles à distance des sites internet. Elle en fait de plus en plus, hein, surtout dans le secteur du bien-être. Donc voilà, il faut faire attention à la manière dont on se présente et dont on présente ces formations. Je vois des questions, notamment de Stéphanie. Comment parler de nos diplômes? Si je ne dis pas certifié diplôme, bah, vous pouvez dire que vous avez suivi une formation, vous avez reçu un certificat école, je ne sais pas, de ADNR formation. Donc, vous parlez de certificat école, d'accord? Mais vous ne dites pas, il ne faut pas dire diplômé, je suis diplômé de telle école, s'il ne s'agit pas d'un diplôme d'État. D'accord? Et même chose sur ce terme de certifié, on pourrait considérer que ça relève des certifications professionnelles, hein, alors que peut-être que ça n'est pas une certification professionnelle. Alors là, ça dépend de votre secteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de certification professionnelle active pour les produits bien-être. Il y en a eu en naturopathie, il y en a eu en réflexologie. Donc voilà, si vous avez une certification, si vous l'avez obtenue il y a quelques années, vous pouvez en parler, évidemment. Mais pour ceux qui ont terminé leur cursus de formation aujourd'hui, ben, il faut raisonner à date. D'accord? Mais on va le voir dans les sites qu'on va auditer, donc on peut peut-être passer Ouais. à l'audit. Totalement. Et oui, on raisonne en droit français, donc ça veut dire que même si vous avez suivi des formations à l'étranger, vous pouvez en parler, vous pouvez les communiquer dessus, mais il va falloir faire attention à la manière dont vous les présentez sur votre site. D'accord? Parce qu'en fait, le lecteur, l'internaute lambda, lui, c'est pas un professionnel de la formation, donc il sait pas faire il sait pas qu'il y a des certifications professionnelles ou des diplômes dans ce domaine-là. Donc c'est à vous, en fait, d'expliquer que c'est un diplôme que vous avez obtenu aux USA. Ou alors c'est une formation que vous avez obtenue, voilà, Excel. Donc ça n'est pas il n'y a pas d'équivalent en France ou en Europe. Allez, on avance sur les scans des sites et puis ensuite on va prendre un temps de toute manière pour vos questions-réponses. On en a sélectionné 3 avec Jade. Alors, bah, on va commencer par le premier. Allez, donc c'est le site de Scania Garnier.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce site? Alors, si on peut peut-être présenter, est-ce que, j'espère que la personne concernée est bien présente parmi nous, hein. Je lui avais envoyé un petit message pour l'avertir que son site serait présenté lors du scan. Donc, j'espère qu'elle est parmi nous. Mais sinon, écoute, super. Et écoutez, top. Donc, on va pouvoir faire l'audit. Donc, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir raisonner pour vous aussi, hein, qu'il y ait pas. Voilà, on n'a peut-être pas sélectionné votre site, mais il y a certainement des choses qui vont faire écho à votre propre site. Alors, Baja, tu veux peut-être commencer sur le site de Ouais, bien Scan? sûr. Alors déjà, juste pour faire un petit aparté, là, l'audit qu'on va faire des sites, ça va être très rapide parce qu'on l'a déjà fait en amont, mais c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc, on pourrait passer 1 heure à faire seulement le site de Scania Garnier. Donc, voilà, juste pour faire un petit aparté. La première chose qu'on voit sur le site, normalement, c'est la page de présentation et surtout le bandeau cookie. Le bandeau cookie, on l'a expliqué justement, et là on a une bonne illustration, parce que comme l'a dit Élise, il faut vraiment qu'on ait des cases où on puisse accepter les cookies, où on puisse également les refuser et on puisse également les identifier. Donc là, en fait, moi, quand je me suis connectée la première fois, quand vous faites ça, si vous le regardez sur votre site, connectez-vous en navigation privée, allez sur le site et vous voyez qu'est-ce qui s'affiche. Parce que normalement, quand on l'a déjà refusé ou accepté, c'est enregistré dans le site et ils vont pas forcément vous reposer la question. Donc là, sur son site, alors dites-moi si ça fonctionne toujours et qu'on voit toujours le site parfait. Donc là, on peut retrouver quels sont les cookies qui sont utilisés. Donc on a les cookies de Wix, on a les cookies analytiques. Donc là, on a du Google Maps, par exemple. Donc voilà, on peut les accepter, refuser individuellement, on peut tous les refuser, donc ça c'est plutôt bien. Juste petit point d'attention, quand on était sur la page, donc le petit bandeau, on pouvait voir la politique de confidentialité et les mentions légales. Attention parce que ça redirigeait vers une page 404, une page d'erreur. Donc quand vous avez les cookies, il faut bien que vous puissiez mettre à disposition également les documents qui sont relatifs aux cookies. Je continue sur l'audit de ce site. Donc on voit sur la présentation que Scania Garnier se décrit, donc elle écrit son expérience. Et voilà, on retrouve les termes je sais plus où je l'avais vu, Là, par les exemple, outils sur le premier thérapeutiques. paragraphe, après une carrière en tant qu'infirmière, j'ai choisi de me Voilà, tourner vers les thérapies naturelles. Et ben là, exact. voilà, c'est l'exemple, c'est un très bon exemple parce que on pourrait, plutôt que de parler de thérapie naturelle, ce terme de thérapie, il peut chagriner, irriter une autorité de contrôle. D'accord? Donc, on pourrait parler de pratique bien-être. N'hésitez pas à parler de pratique de soins non conventionnels ou pratique bien-être plutôt que de thérapie. D'accord? Thérapie naturelle. Il faut éviter ce type de terme. Il y en a un autre un peu plus bas qu'on avait Ouais, repéré, outils thérapeutiques. Parce qu'en fait, finalement, quand on reprend la thérapie, l'outil thérapeutique, c'est un outil de soin. D'accord? On soigne. Donc, c'est pour quelqu'un, pour un internaute, pour quelqu'un qui n'est pas professionnel de soins, il peut assez facilement se dire, la personne propose une pratique qui permet de soigner, de traiter une maladie. D'accord? Et ben là, d'ailleurs, un hypnopraticien peut vous aider en utilisant l'hypnose comme outil thérapeutique pour différents problèmes, tels que le stress, tels que les troubles de sommeil, les phobies, les addictions. Donc là-dedans, on retrouve des maladies possiblement. D'accord? Et donc là, cette manière de présenter l'hypnose peut, peut mettre en danger l'éditeur du site. Donc l'hypnose ne doit pas être présentée comme un outil thérapeutique. D'accord? Il doit être présenté comme un outil de confort, de bien-être, de mieux-être, mais pas un outil qui permet de soigner. voilà. Sachant également que, donc là, je vais passer directement au footer du document, enfin du site. Dans le footer, on le verra dans le deuxième site qu'on a audité, mais c'est bien de rajouter une mention. Attention, ce que nous proposons ici
vient en complément d'un traitement médical, ça ne constitue pas un diagnostic médical. Tout ça, c'est des formulations qu'il faut rappeler pour que, justement, si jamais il y a des autorités de contrôle qui viennent fouiller votre site, qu'elles puissent le voir. Ça doit vraiment, comme elle le dit ici, ça peut pas se substituer à un Alors, avis ou un suivi médical. Il faut que ce soit présent sur toutes les pages du site. Je te laisse oui, continuer. Jade, et ce que tu dis est important, mais j'irai plus loin par rapport à ce site-là. Là, en effet, cette mention, elle est intéressante parce qu'elle vise à dire, voilà, ça ne peut en aucun cas se substituer. Mais en même temps, quand on lit attentivement la phrase, on lit l'hypnose est une technique de thérapie bref d'accompagnement alternatif. Donc, ce terme d'alternatif, il est un peu contradictoire, il est même complètement contradictoire avec la suite de la phrase où on dit qu'il ne peut en aucun cas se substituer à un avis ou un suivi médical ou médicamenteux. Parce que qui dit alternative dit qu'on a le choix entre l'un et l'autre. D'accord? Donc, exactement. Sophie nous propose la formulation accompagnement complémentaire. Mais Sophie a totalement raison. D'accord? Vous voyez la manière de présenter les choses. Donc, le poids des mots est très important. Hein, on est vraiment, vous devez vous positionner sur le professionnel du bien-être et du mieux-être qui vient en complément du professionnel de santé. Et ensuite, si on continue sur les documents, donc là qui nous intéressent au niveau légal, que généralement pas grand monde me regarde, mais nous, on prend le temps de les regarder. On a la page de mention légale. Il faudra faire attention parce que la page de mention légale et la page politique de cookies sont les mêmes pages, donc on ne différencie pas les deux et il y a pas de mention sur les cookies. En revanche, sur les mentions légales, ce qui est bien, c'est que là, on a l'identification de l'éditeur du site complète avec le siège social, le numéro de SIRET. Ça, c'est des informations obligatoires que vous devez renseigner sur les mentions légales. On a par contre un hébergement, alors ça libre à chacun, hein, mais c'est un hébergement sur la plateforme Wix. Donc Wix, créateur du site internet, vous pouvez pas choisir où est-ce que vous allez héberger vos données. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, Geoffroy, faudra que tu me dises, mais que quand vous faites votre site avec Simplebo, vous pouvez choisir votre hébergement. Alors, il n'y a pas forcément de choix, mais nous, on a fait le choix pour nos clients de tout héberger en France. Ouais. Donc on ne laisse pas le choix aux clients là-dessus pour le coup. C'est plus simple généralement comme ça. On veut s'occuper de la partie technique pour que nos clients s'occupent, de leur partie métier à eux, en fait. Mais en général, les hébergements en France sont conformes RGPD, donc c'est ce qui est préconisé en tout cas. C'est ça. On continue, on a des mentions sur les propriétés intellectuelles, etc. On a une clause de juridiction compétente. Et là, on nous dit que c'est les tribunaux de Saintes qui sont compétents. Attention, parce que quand vous faites je vais pas y arriver, des échanges avec des consommateurs, cette clause, elle est pas conforme. Vous n'avez pas le droit de définir des tribunaux compétents. Il y a certaines formulations que vous devez mettre et c'est les tribunaux en général du lieu de domicile du défendeur qui sont compétents et vous n'avez pas le droit de vous le définir et de dire que c'est une attribution exclusive. Ça, c'est seulement échanges entre professionnels. Donc, ce type de clause n'est pas conforme. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Elisa, au sujet des mentions légales, Non, ou je si tu pense veux que qu'on avance un peu. on a fait le tour et tu peux avancer, ouais. Je vois l'heure qui passe. Si on veut Ouais. terminer et voir tous les autres sites, les Non, CGV, on si voit à j'ai- l'écran, ouais, sur les CGV du site, là, on voit qu'il n'y a rien. D'accord? Donc, là, il faudrait avoir des vrais CGV avec toutes les mentions obligatoires qu'on a vues tout à l'heure, notamment le droit de rétractation, faire référence à son médiateur à la consommation, etc., etc. Exactement. Et ensuite, sur la politique de confidentialité, pareil. Attention, parce que là, vous devez vraiment définir pour quelle finalité vous traitez des données. Ensuite, pour quelle finalité, sur quelle base ça se fond, si c'est le consentement, l'intérêt légitime, quelles données vous traitez. Et là, sur cette politique de confidentialité, il faut faire attention parce que c'est très, je vais pas dire light, mais on comprend pas exactement pour quelle finalité ça correspond. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre au premier regard, ok, là on a de la prise de rendez-vous qui est possible, donc on doit renseigner, on collecte vos données parce que on peut faire de la gestion de prise de rendez-vous. C'est vraiment
une finalité et toutes les données qui vont avec. On ne peut pas dire de manière générale, on traite vos données, donc il se passe ça. Voilà pour ce site. Je pense que on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Élise, Je suis en train ou... de répondre à Julien. Ok. Euh, Alors à ce moment-là, on peut peut-être passer au deuxième site pour que vous puissiez un peu voir les différences. Hop. Alors, donc le deuxième site, c'est celui de Christelle. Hop. Donc là, on a le bandeau. Vous voyez tous le site, c'est bon, hein. oui, on le voit. Christelle, est-ce que vous êtes parmi nous? Super. Ok, parfait. Donc voilà, là c'est un site complètement différent, des pratiques différentes, mais toujours une praticienne du bien-être. Comme vous pouvez le constater au niveau du bandeau de cookies. Là, on est sur un bandeau cookie assez original, on va dire, parce qu'on voit pas forcément ça tout le temps, qui a le mérite d'être là. Mais attention, parce que là, en fait, dans ce bandeau cookie, on peut choisir la durée de conservation des cookies, et on peut choisir le pack qu'on prend. Donc, pack argent, or, platine. Quand on regarde sur personnalisé, on a un peu plus d'explications sur ce que vont être les packs or, argent. Donc, il y a plusieurs cookies qui se déclenchent. Mais c'est pas conforme au niveau, enfin d'un point de vue juridique, parce qu'il faut Oui. vraiment qu'on puisse en fait avoir ce bouton refuser et accepter les cookies, qu'on puisse comprendre directement de quoi il s'agit. Ouais, là, Alors c'est que pas là, clair. avec argent or, voilà, comme On dit Lise, comprend c'est pas pas très. en fait. Là, au niveau des cookies, vous vous souvenez les trois règles, information, consentement, je peux changer d'avis à tout moment. Et là, bah, l'information, on comprend pas. On sait pas quel type. C'est trop compliqué. Donc là, il y a eu une customisation qui a éloigné, qui est éloignée du devoir d'information qui doit permettre à l'internaute de comprendre clairement quel type de traceurs sont installés sur le site. Voilà. Si on continue un peu plus loin, je vais descendre directement en bas parce qu'en plus je vois l'heure tourner. Ce qui est très bien sur ce site, c'est que dans le footer, c'est pas écrit en très gros, mais ici vous avez justement l'encadré dont on vous parlait, qui vous dit que ben voilà, les prestations qui sont faites par Christelle ne constituent pas un diagnostic ou un traitement de maladie. Et ça, c'est un footer qu'on retrouve sur toutes les pages du site. Donc sur toutes les pages, vous avez cette mention, ce qui est plutôt intéressant. Euh, on avait également, enfin, on voit qu'il y a des avis qui sont publiés, ce qui est très bien. En revanche, faut penser à dater ces avis. Il faut éviter de mettre des photos des personnes. On aurait pu se contenter de juste Catherine de la Manche, par exemple. Ça aurait suffi. Pas besoin de rajouter la photo parce qu'on va être sur des traitements de données personnelles, ce qui est pas forcément le plus intéressant ici. Ensuite, sur les pages de mention légale, euh, on est sur une page un peu moins Oui, là, fournie. Dire c'est pas que mal la page de mention légale, ouais. Non, non, c'était ouais, plutôt pas mal. On avait tiqué avec Jade sur l'hébergeur. exactement. Au Pourquoi le Canada. Canada, Jade? On a des hébergeurs en France, comme le disait Geoffroy. Moi, le Canada, ça veut dire qu'on fait des transferts de données hors UE. Mm. Du coup, voilà, ça nous a interpellés et on vous invite à réfléchir, à prendre un hébergeur ou prendre contact avec Geoffroy pour en discuter davantage parce que voilà, autant éviter de prendre des solutions extérieures à l'UE. D'accord? Sur le reste, je vais passer rapidement. Sur les politiques de confidentialité. Là, c'était pas mal parce que on a quand même plusieurs mentions qui sont respectées. Attention, dans le formulaire de contact, on nous dit que la date de naissance est collectée. C'est bien de dire qu'il y a le formulaire de contact, qu'on traite les données pour prendre rendez-vous, par exemple, mais il faut qu'on réfléchisse aux données qu'on collecte. Est-ce que dans le formulaire de contact, on a besoin de la date de naissance? Est-ce que dans le formulaire de contact, je dis n'importe quoi, hein, mais est-ce qu'on a besoin des données financières de la personne? En fait, c'est tout des données qu'on vient collecter, mais il faut également expliquer pourquoi on les collecte. Là, on les connecte pour prendre contact, donc prénom, nom, adresse, téléphone, ça semble logique. Est-ce que la date de naissance est une donnée qu'on collecte? À réfléchir.
On parle des durées de conservation, c'est très bien, des droits pour les autres personnes, donc ça c'est très bien. Sur la politique de confidentialité, de manière générale, c'était plutôt bon. Jade, je voudrais juste Ouais. compléter. Non, la politique est pas mal. Je voudrais juste compléter par rapport aux données enfin, aux informations qu'on doit renseigner dans cette politique. Il y a deux options possibles. Soit cette politique ne vise que les traitements de données qui sont collectés via le site. D'accord? Donc, formulaire de contact, newsletter, outils de prise de rendez-vous. On renseigne ces données-là, ces finalités-là dans notre politique. Et ça veut dire que on a une deuxième politique de confidentialité qui va informer nos clients, d'accord, des traitements de données personnelles qu'on fait dans le cadre de la consultation. Ou alors, on n'a qu'un seul document, une seule politique de confidentialité qui va répertorier, qui va viser les traitements de données personnelles qu'on fait dans le cadre du site, mais aussi les traitements de données personnelles que nous faisons dans le cadre des consultations, traitement de données de santé, traitement de données, je parlais tout à l'heure des informations sur l'hygiène de vie ou la situation familiale de la personne. Et donc là, on va se poser la question de savoir quelles sont les bases légales, quels outils de gestion on utilise, etc. Donc voilà, en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que sur les sites Internet, on se contente de répertorier les traitements de données liés au site, mais qu'on oublie totalement, et c'est pourtant le plus important, parce que les données qu'on traite, c'est souvent lors des consultations hein, que ces traitements sont importants, souvent cette partie-là, elle passe à la trappe. Et là, alors cette politique, elle est pas mal, mais elle mériterait d'être enrichie. Christelle, dites-moi ce que vous en pensez, donc d'être complétée avec les traitements que vous faites dans le cadre des consultations. N'hésitez pas, Christelle, si vous voulez qu'on rebondir sur ce qu'on vient de dire, hein, n'hésitez pas à commenter. Après, Jade, tu peux avancer. Hein. Ouais, j'avance un peu. Sur les conditions générales de vente, pareil, vu que l'heure tourne, on va passer un peu rapidement. C'est bien parce que dans les conditions générales de vente, voilà, il y a encore une mention. Attention, ce n'est pas un établissement de diagnostic de traitement de maladie. Donc ça, c'est bien de le rappeler également dans les CGV. C'est bien également de décrire les prestations qu'on effectue. Donc ça, c'est assez intéressant dans ces CGV-là. Et si on avance un peu, on voit également, alors je passe là rapidement, que le médiateur à la consommation est indiqué. Donc ça, c'est bien. Attention toutefois, parce que là, on a un engagement éthique. Donc l'engagement éthique, c'est je m'engage à ne pas effectuer aucun diagnostic médical. Ça ne peut pas être un engagement éthique puisque c'est une obligation légale. Donc vous ne pouvez pas le tourner en engagement éthique. Il faut vraiment que ça reste une obligation légale. Donc attention aux termes utilisés. Et attention également, pour le droit de rétractation, il y a des mentions obligatoires qui sont à préciser. Par exemple, fournir un modèle de formulaire de rétractation, c'est obligatoire. Et il y a d'autres mentions du Code de la consommation qui sont à retranscrire également. Donc ça, c'est des points qu'il faut vraiment être vigilant parce que les contrôles sont réguliers sur ces points-là et c'est les premières choses qu'ils vont regarder. Voilà ce sujet-là. Je vais peut-être juste montrer le dernier site rapidement sur un point et après on passera au reste de... On a pris du retard, mais si vous êtes encore avec nous, n'hésitez pas à rester parce qu'on a encore pas mal de choses à vous dire. On a encore 10 minutes, un quart d'heure ensemble. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent continuer, le troisième site, on va aller assez vite. Je vais peut-être... ouais. Donc c'est le site de Céline. Voilà, j'espère qu'elle est ici. Céline, alors ce qui est très bien, c'est qu'elle a pensé à mettre le nom et les coordonnées de son médiateur. Donc bravo Céline pour cela. On l'a sur vos pages produits, vos pages tarifs. Donc c'est très bien. Donc voilà, ce point-là est intéressant. En revanche, il nous a manqué vos CGV, il nous a manqué votre politique de confidentialité. Voilà, il n'y a pas également de bandeau cookie et c'est là un point juste sur lequel je voulais rebondir parce que je pense que vous êtes aussi nombreux à ne pas avoir de bandeau cookie et à quand même collecter des cookies, sachant que même des cookies fonctionnels qui vous permettent
de faire fonctionner le site. Par exemple, des enregistrements d'ID, c'est des cookies qu'il faut renseigner. Je vous montre juste un petit tips. Je sais pas si ça va se voir pendant le partage, mais il faut faire clic droit et inspecter. Et à ce moment-là, vous allez arriver sur une page comme celle-ci et vous allez pouvoir voir au niveau des cookies ici, quel cookie a sur le site. On voit ici qu'il y a du Google Analytics qui est utilisé. Pourtant, j'ai aucun moyen de l'accepter ou de le refuser et j'ai pas moyen de le savoir sur le site. Donc, vérifiez sur le site avec cette manip, clic droit, inspecter et sur la fenêtre application cookies. Est-ce qu'il y a des cookies qui sont mis sur le site? Est-ce que j'informe les utilisateurs du site qu'il y en a? Est-ce que je leur laisse la possibilité de l'accepter ou de le refuser? Voilà à ce sujet-là. Parfait, Jade. Écoute, je pense qu'on en reste là pour les sites. On a dit pas mal de choses. Je voulais donner la parole à Geoffroy pour qu'il nous parle un peu de sa pratique, rapidement si tu peux, mais voilà, nous Ouais. dire concrètement comment toi tu peux accompagner d'un point de vue technique et puis quels sont vos axes d'expertise en complément du travail de conformité dont on vient de parler. Tout à fait, c'est ça. Donc, moi, après avoir travaillé quand même pendant 6 ans sur des sites internet, on en a vu des choses parce que bah, il y a des gens qui viennent nous voir chez Simple et Beau pour refaire leur site internet ou parce qu'ils n'avaient pas de site internet. Et c'est là où on se rend compte souvent qu'il y a un peu bah, plein d'erreurs dans tous les sens, etc. Sur la partie technique. Donc j'ai compilé un peu 2-3 astuces, on va dire, là, que je vais vous présenter. La première partie que j'ai compilée un peu, c'est faire les bons choix et d'utiliser, en fait, les bonnes technologies au bon moment. Tout à l'heure, Élise, tu as parlé de Google Analytics, je crois, pour suivre justement les statistiques de trafic de son site internet. Faut savoir que Google Analytics, bah, ça appartient à Google, ça envoie des données aux États-Unis. Il y a plein de contraintes, par exemple, à partir du moment où on utilise cette technologie. Et du coup, vous pouvez faire le choix de technologies qui sont plus conformes aux réglementations européennes. Par exemple, chez Simple et Beau, nous, on a fait le choix de Matomo, qui est un logiciel qui est recommandé par la CNIL pour suivre les statistiques de trafic de son site internet et qui permet justement d'ailleurs de suivre les statistiques, mais de manière un petit peu plus fine. Parce que par exemple, vu que Google Analytics, ça envoie des données aux États-Unis, vous avez besoin de l'accord de la personne pour déposer le cookie associé. C'est tous les petits bandeaux, tout accepter, tout refuser, là que vous avez montré à chaque fois. Matomo, vu que c'est pas utilisé à des fins publicitaires, que c'est en France, que ça ne stocke pas de données personnelles, etc., bah dans ce cas-là, on peut suivre 100% des visites. Donc il y a comme ça des petites décisions qui sont clés quand même après pour voir les performances du site internet. L'autre point technique aussi qu'on voit souvent, c'est que quand vous avez souvent le cas le plus fréquent, c'est les vidéos YouTube. Vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous postez peut-être des séances gratuites, des formations, des vidéos promotionnelles, etc. Et il y a 2 manières de partager une vidéo YouTube sur son site internet. La première manière, c'est juste de mettre un lien sur son site internet qui va vers la plateforme YouTube, etc. Tout ça, c'est très bien. La deuxième manière, c'est d'intégrer la vidéo directement au sein de son site internet. Mais là, faites attention quand vous faites ce genre de choses, c'est-à-dire que vous intégrez directement des éléments externes au sein de votre site, parce que d'un coup, ces éléments vont à leur tour déposer des cookies supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il faut mettre à jour votre politique de confidentialité sur les mentions, enfin toute la partie sur les mentions légales et les cookies. Il faut mettre à jour la pop-up sur les cookies, etc. Donc faites attention dès que vous intégrez comme ça plein de petites plateformes externes. YouTube, Ocha aussi pour les podcasts, c'est là où on voit les erreurs le plus souvent. Et le dernier point sur les bons choix, j'ai envie de dire, c'est pas toujours, mais c'est de plus en plus fréquent, des personnes qui font du Google Ads, c'est-à-dire de la publicité payante sur leur site internet pour avoir plus de trafic. C'est quelque chose qui peut bien marcher en complément du référencement naturel, mais qui est très technique et qui, sans rentrer là dans l'aspect technique, va déposer plein de cookies, va faire plein de traceurs, et cetera, dans tous les sens. Donc il y a 2 choses. L'un, c'est bah, ayez une personne qui peut vous accompagner là-dessus, souvent vérifier justement votre conformité. Donc par exemple, bah, justement, Élise et Jade qui peuvent voir tout ce qui est déposé pour mettre à jour tout ce qu'il faut. Et le deuxième point aussi, c'est un peu ma recommandation personnelle, mais souvent quand vous vous lancez sur Google Ads vous propose des conseillers qui vous accompagnent, etc., pour vous aider à améliorer vos campagnes. Malheureusement, les conseillers en question suivent des process très carrés sur lesquels ils ont été formés qu'à faire ça, qui manquent un peu de flexibilité. Donc pareil, là aussi, allez chercher plutôt quelqu'un qui est expert ou formez-vous un petit peu vous-même surtout à la partie Google Ads si vous voulez faire des campagnes efficaces.
Je pense qu'on peut passer à la slide On suivante, peut Jeanne. passer, Voilà. Et après, il y a 4 erreurs que je vois souvent. La première erreur, c'est que de plus en plus de gens installent donc des pop-up, des fenêtres pop-up qui s'affichent quand on arrive sur le site internet. La première, évidemment, c'est celle sur les cookies. Mais après, parfois, il y a des fenêtres pop-up qui disent, bah voilà, ouverture du nouveau cabinet, etc. Et en fait, ça se cumule un petit peu dans tous les sens. Et quand on arrive sur le site internet, on arrive parfois, on voit une, deux, trois, quatre pop-up qui s'affichent, ce qui nuit énormément à l'expérience du visiteur. Donc, faut faire attention là-dessus. Il y a des règles, faut pas trop surcharger. Donc, pensez à aller de temps en temps sur votre site internet et explorez-le en navigation privée, comme ce que disait Jade tout à l'heure, en mobile, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, en fait, que ça se superpose pas dans tous les sens et que votre site reste lisible surtout. La deuxième erreur, je pense que ça, Élise, ça va te faire paniquer de les personnes qui font ça, c'est les clients qui font ce qu'on appelle des newsletters à la main. Donc, vous avez votre base de clients. Ce que j'appelle des newsletters à la main, c'est-à-dire que vous passez pas par une solution spécialisée, vous passez par votre adresse Gmail et vous mettez tout le monde en copie et vous invitez tout le monde à votre prochain atelier en avril, etc. Le problème quand vous faites ça, bah, il y en a deux. Le premier, c'est que les adresses Gmail ou autres ne sont pas faites pour faire des envois de masse comme ça, il faut passer par des solutions spécialisées. Et le deuxième, c'est que très souvent, les gens qui font ça laissent en copie tous leurs expéditeurs. Donc ça veut dire que n'importe qui reçoit cette invitation à l'atelier, voit toutes les autres adresses email de toutes les autres personnes qui ont été conviées. Et donc là, c'est carrément, on communique des données personnelles à d'autres personnes qui ne font pas du tout partie de votre entreprise, de votre activité. Et là, c'est quand même très problématique. Troisième erreur, les images non libres de droit. Je pense que j'ai pas trop besoin de m'étaler là-dessus. Faites attention aux images que vous choisissez. On reçoit régulièrement chez Simple et Beau aussi des gens qui nous disent j'ai reçu un courrier d'un cabinet d'avocats qui me met en demeure de régler 10 000 euros pour utilisation d'une image, etc. Donc attention à tout ça. Ça vraiment, faut passer par des bibliothèques d'images libres de droit ou faites vos propres photos aussi. Moi, c'est ce que je recommande le plus. Aujourd'hui, la plupart des appareils photo font des très belles photos, surtout s'il y a un peu de lumière, du soleil, une belle journée. C'est beaucoup mieux de faire ça. Et après, bah, pareil, vous en avez parlé, mais j'en reparle. Les termes utilisés, faut faire attention sur le site internet, on se retrouve complètement là-dessus. Soigné, expert, spécialiste, faut faire attention. Alors expert et spécialiste, pour le coup, ça c'est des termes un peu réglementés plus pour les avocats, donc c'est pas trop, notre cible aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Mais, voilà, il y a des mots sur lesquels il faut être vigilant et là-dessus, bah, Elise, vous avez déjà tout dit tout à l'heure, sur cette partie-là. Hem Donc, moi, ma recommandation un petit peu, c'est que aujourd'hui, quand vous avez besoin de réaliser votre site web, pour être sûr de respecter un petit peu les règles et que l'implantation technique surtout soit bien faite, j'ai tendance à dire qu'il y a deux manières de faire. La première manière de faire, c'est que vous faites tout soi-même, c'est-à-dire que vous faites votre site web sur une solution, je veux dire libre service, hein, Wix, WordPress, et cetera. Il y en a plein, vous les connaissez tous. Ça peut très bien marcher, ça coûte moins cher aussi, mais par contre, ça prend plus de temps parce que du coup, vous devez vous former sur ce sujet, sur, bah, la conformité, sur le référencement naturel, sur les mentions légales, et cetera et vous devez tout faire vous-même. Donc ça vous prend du temps par rapport à votre activité, un petit peu dommage. Et la deuxième solution, celle que, bah, plutôt tendance à recommander, c'est passer par une agence qui est spécialisée pour l'implantation technique de tout ça, qui, sait gérer, bah, voilà, justement la pop-up des cookies. Donc par exemple Simple et Beau, nous c'est notre cœur de métier d'accompagner les indépendants dans justement tout ce qui est, accompagnement, comme la kinésiologie et cetera. C'est la plupart de nos clients, il y en a quand même 10 000 clients aujourd'hui, Mmh. où nous on pourra gérer pour vous toute cette partie-là, en tout cas sur l'implantation technique et vous pourrez vous concentrer sur votre métier et ça fait quand même la différence. Tu peux passer Jade à la slide suivante. Donc nous, chez Simple et Beau, on a un petit proverbe qu'on aime bien dire à chaque fois, c'est qu'on fait tout ce que vous ne voulez pas faire. Parce que généralement, quand on est indépendant, bah, on a 10 000 choses à gérer entre trouver des nouveaux clients, gérer ses clients, sa communication, son site web, etc. Donc généralement, plus on peut déléguer, mieux c'est. Et c'est pour ça que par exemple, on a notamment un chef de projet dédié quand vous créez ou refaites votre site internet chez nous, une équipe support, on met un accompagnement qui est vraiment complet à votre disposition. Et si vous souhaitez, bah, être appelé, faire le point un peu sur votre site internet, voir si vous souhaitez peut-être le refaire ou si vous n'en avez pas et que vous voulez tout simplement le faire, bah, juste après, vous avez un petit QR code que vous pouvez scanner ou on va vous mettre un petit lien dans le chat.
Mmh. pour que vous soyez rappelé dans la journée par l'un de nos conseillers pour faire le point sur votre site internet. Attention, c'est pas un point sur votre conformité, ça, c'est vraiment l'expertise d'Élise et Jade. C'est un point sur votre site internet, où est-ce que vous en êtes, la partie référencement aussi, et cetera. Jade, n'hésite pas, voilà, mets le QR code, voilà, si vous souhaitez en savoir plus et avoir l'œil expert de Geoffroy, n'hésitez pas à vous diriger vers la page dédiée. Je rajouterai, Geoffroy, que l'intérêt aussi de passer par une agence experte, c'est de s'assurer que son site est en sécurité d'un point de vue protection des données. Alors que si on maintient nous-mêmes notre site, on a évidemment des risques supplémentaires de cyberattaque. Tout à Et donc, fait. ça fait quand même le lien avec la conformité. Le fait de confier la maintenance de son site à une agence qui maîtrise ces sujets-là, bah, ça vous évite des mauvaises surprises d'un site qui est hacké, qui est perdu parce qu'il n'y a pas eu de sauvegarde. Voilà. Donc il y a quand même Ça arrive souvent et voilà. il y a quelque chose qu'on aime bien dire aussi, c'est que, on peut toujours tout faire soi-même. C'est comme chez soi, quand on fait de la rénovation, on peut décider de refaire toute la peinture chez soi, mais Mm, généralement, on n'est jamais mieux servi qu'un artisan qui est mm. spécialisé justement là-dessus, et qui pourra faire les choses, à sa place. Merci Geoffroy. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Par rapport à moi, ce que je peux apporter au niveau de la conformité, alors ceux qui me connaissent mon pack conformité bien-être, dont je vais parler dans un instant. Pour ceux qui veulent autre solution peut-être plus rapide et que je peux proposer en amont, pour ceux qui ont un site internet mais qui ne savent pas s'il est conforme, je propose une solution, un diagnostic flash en fait. Donc on prend une demi-heure, trois quarts d'heure, je regarde votre site et je vous dis ce qui va, ce qui ne va pas. Donc vous avez, on va dire, une feuille de route, un score qui vous permet de savoir si, voilà, vous êtes dans le rouge ou si vous êtes dans le vert. Et donc, bah, voilà, en tout cas, je pense que l'atelier de ce matin vous a permis, j'espère, mais sinon n'hésitez pas à faire appel à moi pour le diagnostic, mais je pense que dites-le moi dans le chat si ce qu'on vous a apporté comme information ce matin vous a permis de faire le clair sur la conformité de votre propre site, d'accord? Et voilà, de vous donner une idée sur est-ce que je suis conforme ou pas, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je refasse. Comme Geoffroy vous l'a dit, il y a deux options, soit vous le faites vous-même, vous avez certainement, pour certains d'entre vous, l'envie et vous sentez la capacité de vous mettre en conformité. Dans ce cas-là, passez à l'action de votre côté. Si vous ne vous sentez pas, voilà, vous avez envie de vous concentrer sur votre cœur de métier, ce qui est bien normal, voilà. Le pack conformité bien-être, c'est une solution que j'ai conçue et qui est dédiée à ça, qui vous permet en tant que pro du bien-être, que vous soyez un kinésiologue, un réflexologue, un hypnothérapeute, un naturopathe, quelles que soient vos branches de soins non conventionnels, ce pack conformité vous permet d'avoir tous vos documents de conformité, vos CGV, votre politique de confidentialité, votre registre de traitement, votre politique cookie. Il y a des ressources gratuites. Vous avez un formulaire de consentement pour les données de santé. Il y a des vidéos aussi pour aller plus loin sur les obligations RGPD. Enfin, voilà, j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses dans ce pack conformité bien-être. Avec des modules optionnels. Pour ceux qui font de la vente en ligne, j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre qui étaient parmi nous ce matin. Alors on a très peu regardé. On pourrait faire d'ailleurs une session dédiée aux ventes en ligne si ça vous intéresse, parce que quand on fait de la vente en ligne de contenu, de produits, eh bien, comme je vous le disais, il y a des choses particulières, il y a des mentions particulières à prévoir. Donc il y a des modules optionnels que vous pouvez ajouter à votre pack conformité pour justement être conforme sur ces activités particulières. De même, si vous vendez à des professionnels, ce ne seront pas les mêmes clauses pas toujours les mêmes clauses que celles que vous allez prévoir dans un rapport professionnel à consommateur. Donc voilà, j'ai vraiment prévu, vous avez un pack avec des modules optionnels qui vous permettent vraiment d'avoir vos documents de conformité. Et en fait, ils sont personnalisés à vous, selon que vous faites de la consultation à distance, que vous allez chez vos clients. En fait, voilà, les documents s'adaptent, se personnalisent à vos pratiques particulières. Avec une réduction exceptionnelle que je vous réserve si vous êtes là ce matin. N'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 3 avril prochain. Vous pouvez payer votre pack donc en 4 fois sans frais et avec moins 30%. Donc ça permet à ceux qui ont envie d'acheter le pack mais qui n'avaient pas forcément
le budget, la capacité financière de le faire, d'en profiter dans le cadre dans cette promo. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais dans ce pack conformité bien-être, il y a du temps avec moi, d'accord? Donc, au-delà des documents de conformité que vous aurez du temps avec moi. On prendra le temps d'échanger et s'assurer de faire le point sur vos pratiques et de s'assurer que tout est bon. Et petit mea culpa pour moi, pour la slide, on ne comprend pas trop, mais le pack, parce que la question était posée dans le chat, le pack simple est à 483 € hors taxe. Et les modules experts, c'est les 2 lignes en fait qui sont mentionnées en dessous. Il y en a un qui est à 390 € et l'autre à 290 €. Et là, il passe à 273 et 203 €. S'il vous intéresse, on vous laisse consulter la page du site qui l'explique pour un peu plus de clarté, parce que j'avoue que ma slide aurait dû être un peu plus précisée. C'est pas grave, Jade. Et je vous enverrai, on vous partagera en fait pour ceux qui se sont inscrits, vous aurez le replay de l'atelier. On vous enverra tous les liens, notamment celui où vous pouvez réserver votre diagnostic flash de votre site internet. Si vous souhaitez qu'on fasse un point ensemble, qu'on prenne le temps pour votre site, on peut tout à fait le faire. Donc on vous enverra tous les liens. Donc vous pouvez regarder ça à tête reposée. Et également, on avait une question, si vous êtes déjà client, que vous avez déjà pris un pack, mais que c'était pas forcément ce pack-là, c'était un pack qu'on avait fait il y a plusieurs années. On vous enverra également de certains codes promo pour faire une actualisation de vos packs à moindre Oui. prix. Et ce sera envoyé individuellement, c'est ça, Oui, Elise? c'est ça. En fait, pour celles et ceux qui ont déjà acheté un pack ancienne version, vous pouvez upgrader, donc bénéficier du nouveau pack enrichi, hein. Donc, vous pouvez retourner sur des nouveaux questionnaires, parce qu'on a mis à jour les documents en fonction des évolutions réglementaires, notamment. Donc, le pack est vraiment au top voilà, de l'actualité. Donc, pour cela, je vais vous envoyer un code spécial pour que vous puissiez, à moindre frais, upgrader votre pack pro, votre pack client, vers ce nouveau pack conformité bien-être. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas, on a un peu débordé, hein. On est d'accord, on est bavard, mais Moi, c'est juste une bien. petite précision sur le. Je vais plus y arriver, j'ai oublié. Parce qu'on a eu une question sur l'expertise de 30 minutes. En fait, vous pouvez réserver 1 heure, il me semble, de consultation avec Elise, mais c'est hors pack, ça. C'est à côté. Génial, ben, merci Jade, merci Maya pour votre témoignage. N'hésitez pas, hein, si en effet, pour celles et ceux qui veulent se concentrer et appeler Geoffroy, donc appeler Simple et Beau pour faire un point aussi, un petit état des lieux sur leur site et ce qui est possible de faire avec un expert du web quand même. Puis grâce à vous, en plus, ils ont Voilà. droit à une remise sur les frais de lancement et sur l'abonnement. Donc, en effet, Ouais, tout c'est à fait. Et quelque chose puis, qui est moi, j'ai sympa à que des mettre en bons place. retours hein, de travail que vous faites. Vous avez très bonne réputation. Donc voilà, pour celles et ceux qui hésitent un petit peu, franchement, n'hésitez pas parce que, voilà, au moins, c'est un investissement, mais derrière, voilà, vous vous concentrez sur votre cœur de métier et c'est quand même bien plus agréable. Et même si vous n'avez pas encore lancé votre activité, que vous n'avez pas encore de site, c'est intéressant de déjà prendre en compte tous ces critères légaux pour déjà les mettre en place et ne pas avoir à repasser dessus. Voilà. Peut-être juste une Génial. dernière question qu'il faudrait éclaircir de Eliane qui nous demande quelle est la différence entre votre pack Élise et celui de Geoffroy chez Simple et Beau. Peut-être que tu peux Ouais. préciser. Ouais. Un de vous deux peut préciser. Élise, tu veux te lancer? Ouais, bah en fait, on est vraiment sur deux expertises différentes mais complémentaires. Quand on a un site internet, il vous faut un expert technique, d'accord, pour créer le site, pour assurer sa sécurité, intégrer les bons contenus. Ben ça va être s'assurer que le site il est bien référencé, vous êtes visible, etc. Ça, c'est l'expertise de Simplez-vous. Et il faut aussi que vous vous assuriez de sa conformité et plus largement de la conformité du site, mais aussi de votre conformité en tant que professionnel. Et c'est là où mon pack conformité a une valeur. Mon pack conformité, il vous apporte vos documents de conformité, d'accord, que vous allez ensuite intégrer sur votre site Sur le internet. site. Voilà.
Nous, Simplebo, on est vraiment là pour la brique création du site internet et après l'entretien, la maintenance, le référencement notamment, qui est vraiment notre expertise. La conformité, par exemple, les conditions générales de vente, ça c'est quelque chose qu'on peut pas de notre côté faire parce que ça dépend trop de justement ce que vend chaque personne, et ça nécessite, l'accompagnement de personnes spécialisées sur le sujet. Bah, donc c'est vraiment 2 expertises et en effet 2 champs différents. Pas du tout le même métier, mais complémentaires. Très bien, mais je vous propose merci à vous 3 et merci à tout le monde qui nous écoutait. Moi, je propose qu'on en reste là. On a bien parlé, on a bien débordé, mais voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé, que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair sur le chemin de votre conformité. N'hésitez pas, donc du coup, je vous enverrai un message avec le replay, avec tous les liens utiles et puis, voilà, s'il y a des questions, on reste évidemment disponible pour vous répondre. À très bientôt. Allez, au À revoir. bientôt, Au revoir merci à beaucoup tous. pour cet atelier. Au revoir.